Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous présenter ce qu'on a présenté avec Nico au Carrière Fair. Donc, une présentation qui est plutôt orientée sur les études de Nico sur les stéréotypes, du coup, sur la perception du doctorat et des docteurs par la société, par les docteurs eux-mêmes et par les recruteurs. Donc, on va présenter à deux avec Nico. Moi, je vais faire l'introduction, puis après, je passerai la parole à Nico pour une partie des études. Donc c'est des travaux sur lesquels on a travaillé tous les deux avec le directeur de thèse de Nico, Jean-Baptiste Egal, qui lui est à Nanterre. Je passe rapidement, mais du coup au début de la présentation, on avait évidemment représenté ad hoc, les activités d'ad hoc, le lead et l'équipe de recherche. Je ne vais pas le refaire ici, mais du coup on avait présenté un peu l'interdisciplinarité au sein de l'équipe, les grands domaines et axes de recherche du lead, et aussi le côté de démarche un peu ouverte de transparence, de partenariat. Et le fait que justement l'intervention qu'on faisait au Carrière Fair s'inscrivait dans ce partage des données, dans cette libre diffusion des données et des études qu'on réalise. Plus dans le concret, on avait commencé par un petit moment d'interaction avec les participants dans la salle pour leur poser la question, à leur avis, selon eux, quels étaient les premiers mots qui venaient à l'esprit des recruteurs lorsqu'on parle de titulaire de doctorat. On a du coup posé la question à toute la salle universitaire. Et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que dans la salle, du coup, on a eu à peu près 70 personnes qui se sont connectées, qui ont donné des réponses. On a eu ce joli petit nuage de mots, donc donnés essentiellement par les docteurs présents dans la salle. Je vais pas m'y attarder beaucoup, mais du coup, Nico en particulier, on l'a commenté dans la salle. En fait, les traits qu'on retrouve ici, c'est des traits qu'on a retrouvés plusieurs fois parce qu'on a déjà posé ce type de questions dans différents événements. Et souvent, on retrouve ces mêmes traits dans les doctorants et les docteurs, c'est-à-dire la façon dont ils ont l'impression d'être perçus. Et par exemple, l'un des gros qui revient, c'est le côté un peu surqualifié. Et ça, c'est un mot qu'on retrouve très souvent quand on pose cette question-là des doctorants et des docteurs. Ils ont souvent l'impression d'être perçus comme des personnes surqualifiées. On retrouve des termes aussi comme expert, spécialiste, spécialisé, des termes comme recherche, donc des termes qui renvoient un peu au côté intellectuel du doctorat, et un peu ce côté de être l'expert, être à un haut niveau intellectuel. On va retrouver des termes comme autonomie, qui renvoient plutôt à l'idée d'être ce qu'on appelle l'assertivité dans le jugement social, on va en reparler juste après, mais un peu le côté d'être un petit peu indépendant et d'être capable de poursuivre ses objectifs, de poursuivre ses buts. On va retrouver quelques traits, pas nombreux, qui sont un peu liés à l'aspect un peu social. Il y avait, je crois, un arrogant quelque part, oui, en bas à gauche sur la slide. Donc souvent, c'est des traits négatifs quand ils sont liés au social, c'est-à-dire la capacité du docteur à interagir avec les autres. Souvent, eux ont l'impression d'être perçus un petit peu négativement là-dessus. C'est très rare qu'on va avoir des docteurs qui se disent être perçus comme des gens hyper chaleureux, hyper amicaux, etc. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Nico, je sais pas si tu veux compléter. Juste un petit chiffre, mais en gros, tous les mots qui ont été donnés, on peut remarquer qu'il y a à peu près 30% des mots à la louche qui renvoient à des mots à une connotation négative. Donc l'arrogance, la surqualification, c'est des choses qui renvoient à une image de nous quand même négative. Et 70% des mots qui, eux, c'est l'inverse, c'est des mots plus positifs. Et ce qu'on peut voir, c'est que les mots négatifs, ils sont centrés sur une dimension généralement, la surqualification, le surdiplomage, trop arrogant, voilà, des choses comme ça. Alors que les traits positifs, il y en a plein et ils sont plus éparpillés. C'est pour ça qu'ils sont plus petits ici dans le nuage de mots. Et on y reviendra tout à l'heure, mais du coup, dans les études qu'on a faites et qu'on va présenter, on s'est intéressé un peu à ce type de questions, c'est-à-dire aux perceptions des recruteurs pour voir un peu l'autre versant. C'est-à-dire là, on a la façon dont les docteurs ont l'impression d'être perçus. Nous, ce qui nous intéressait, c'est en grande partie comment est-ce qu'ils étaient effectivement perçus. Pour ce faire, on a utilisé un modèle théorique qu'on a déjà présenté quelques fois, qui est l'un des modèles les plus utilisés en psychologie sociale pour étudier les questions de stéréotypes et de perception d'individus ou de groupes, ce qu'on appelle les modèles du jugement social. Concrètement, selon ces modèles, on peut catégoriser les stéréotypes en deux grandes facettes, en deux grands groupes. Un premier groupe, un premier ensemble, c'est les stéréotypes qui sont liés à ce qu'on appelle la verticalité, un axe vertical. C'est ce qui va être lié à l'idée de compétence. À quel point est-ce que les individus sont capables d'atteindre un but. Et ça
En Compass, ça regroupe en fait deux facettes. C'est à la fois l'assertivité, le côté un peu je suis déterminé, je suis capable moi de me motiver pour atteindre ce but, et le côté capacité, c'est-à-dire j'ai les compétences pour, je suis intelligent, je suis doué, je suis capable de. Donc ça c'est un premier axe, c'est-à-dire que quand on va évaluer une personne, un docteur par exemple, il va y avoir un ensemble de stéréotypes potentiellement qui sont liés à cet axe-là, compétences en général. Le deuxième axe, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est le côté plus horizontal, ce qu'on appelle l'horizontalité, et c'est le côté chaleur. C'est à quel point cette personne, on a envie de discuter avec elle, à quel point c'est quelqu'un avec qui on a envie d'interagir. Et de même, ça regroupe deux dimensions, la sociabilité, les idées de chaleur, d'être ouvert, d'être amical par exemple, et la moralité, à quel point est-ce que la personne paraît fiable et juste dans ses interactions. Donc de la même façon, de manière générale, quand on perçoit les gens, on perçoit aussi, on évalue aussi cet aspect-là de leur personnalité. Et donc on a des stéréotypes qui peuvent être liés à ça. Et donc la question centrale de tout ça, des travaux de Nico et de la présentation, c'est de questionner la façon dont les PhD, les docteurs, sont perçus sur ces deux axes. Est-ce qu'ils sont perçus comme des personnes avec une haute compétence, une basse compétence, une haute chaleur ou une basse chaleur? Et le constat, en fait, il est que dans la littérature, on a très peu d'informations là-dessus. Il y a très peu d'études qui se sont intéressées aux stéréotypes des PhD. Ce qu'on a, c'est plutôt des études sur des groupes un peu proches, et en particulier sur le groupe des scientifiques. Ça, pour le coup, il y a plein de scientifiques, plein de chercheurs qui se sont intéressés à comment est-ce que les chercheurs sont perçus. Et ce qu'on retrouve comme stéréotype, c'est beaucoup de stéréotypes qui ont été liés à l'intelligence. Beaucoup d'études qui montrent que les scientifiques et les chercheurs sont perçus comme intellectuels, comme génies, comme brillants, donc très haut sur cette dimension de verticalité. Mais par contre, qu'ils sont aussi perçus comme des gens qui sont assez isolés, assez asociaux, froids, pas du tout chaleureux, et du tout assez négativement sur la partie horizontalité, sur la partie sociale. Ce qu'on retrouve aussi parfois, plutôt dans les vieilles études, c'est le côté un peu dangereux et immoral, avec l'image du scientifique fou, qui vient un peu accentuer ce stéréotype négatif sur la sociabilité. Concrètement, le scientifique, c'est quelqu'un qui est très brillant, mais potentiellement dangereux pour les autres, ce qui renforce le côté associable. Les autres indices qu'on a, c'est au-delà des questions sur les scientifiques eux-mêmes, il y a des études qui questionnent comment sont perçus des métiers en général. Et du coup, on a des études qui vont comparer les perceptions entre différents métiers. Et par exemple, ici, dans cette étude, les chercheurs avaient comparé les évaluations, le jugement entre plein de métiers différents, et avaient ploté pour représenter graphiquement ça sur les deux axes. Donc on retrouve la chaleur et la compétence. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des métiers qui sont perçus comme très chaleureux. C'est ceux qui sont le plus haut sur le graphique. Donc, par exemple, les enseignants d'école primaire ou les infirmiers sont des métiers qui sont perçus comme très positifs en termes de chaleur, en termes de sociabilité. C'est des gens qui ont l'impression qu'ils sont fortement en contact des autres. À l'inverse, on a des métiers qui sont perçus comme très peu chaleureux, très peu sociables, comme être mécanicien, être opérateur de machinerie lourde, ou chercheur, ou ingénieur, par exemple, qui sont très bas sur le graphique. Sur l'axe droite-gauche, plus vous êtes à droite, plus votre métier est reconnu en termes de compétences et d'expertise. Et c'est là où on retrouve aussi ingénieur et chercheur. Plus vous êtes à gauche, moins le métier est reconnu ou identifié, perçu en termes de compétences. Donc là encore, si on compare les métiers d'ingénieur et de chercheur par rapport à tout l'ensemble des métiers, on retrouve cette forte évaluation d'expertise, très basse évaluation de sociabilité. Mais là encore, en gros, ça c'est les stéréotypes pour les scientifiques et les chercheurs. Les questions qu'on se pose, c'est qu'en est-il pour les docteurs? Est-ce qu'ils partagent ces mêmes stéréotypes ou est-ce qu'ils sont perçus finalement différemment en raison de différents paramètres? Et là, je vais passer la parole à Nico pour la présentation des études. Ouais, merci Alex. Donc moi je vais vous présenter les deux premières études.
L'intérêt aussi de ces études-là, c'est qu'en France, il y a très peu, très peu d'études qui s'intéressent aux docteurs et les stéréotypes qui sont associés, alors que dans la littérature, par exemple, au-delà en Europe, on a quelques, par exemple, données sur comment les recruteurs peuvent percevoir les docteurs. Donc, ce qu'on s'est intéressé pour cette première étude, c'est comment la population générale perçoit ces docteurs et comment les docteurs eux-mêmes se perçoivent. Pour ça, on a interrogé du coup des gens qui avaient un doctorat et des gens qui n'en avaient pas. Et pour la première mesure, la première chose qu'on s'est intéressé, c'est de manière similaire à ce qu'on a vu précédemment, si on devait dire à quelqu'un titulaire de doctorat, c'est quoi les premiers mots, les premiers traits, les premières caractéristiques auxquelles cette personne penserait. Et bah, c'est ce qu'on a fait. Et pour les non-docteurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une perception positive. Il y a beaucoup les traits en lien avec l'intelligence et la capacité, donc avec les ressources que la personne peut avoir pour atteindre ses buts. Bah, ça, c'est présent. Donc, intelligence, compétent, c'est là. Et aussi les dimensions de l'assertivité. Vous avez tout ce qui est en termes de volonté, travailleur, déterminé, studieux. C'est des personnes qui arrivent à atteindre leur but. On sait tous que le doctorat, c'est des études qui sont coûteuses. Et les gens qui arrivent à cette fin, et ben, du coup, ils sont perçus comme des gens qui ont la niaque, quoi, qui ont réussi et qui ont tenu bon. On a aussi les traits plutôt négatifs, hein, l'arrogance, euh, notamment, et je crois il y en a quelques renfermés, voilà, donc isolés, socialement inadéquats, on peut dire, qui sont revenus. Quand on regarde les ratios positifs, négatifs des traits qui ont été donnés, ce qu'on peut voir, c'est que les docteurs, les participants qui ont un doctorat, attribuent plus de traits négatifs aux docteurs que ne le font les personnes qui n'en ont pas. Donc, ils sont plus critiques envers eux-mêmes et ils voient plus de traits négatifs que ceux qui n'en ont pas. Et l'écart, il est important en fait. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est la part de mots négatifs qui était donnée avec les participants docteurs, et ça, c'est ceux qui n'en ont pas. Donc la population, elle a peut-être une meilleure opinion des docteurs que ce à quoi les docteurs s'attendent, et c'est aussi un résultat intéressant pour les docteurs. C'est pas si horrible que ça finalement le doctorat. Quand on regarde les mots qui ont été donnés et qu'on les classe dans les différents axes qu'on a vus tout à l'heure, donc la capacité, l'assertivité, la moralité, la sociabilité et le statut, ce qu'on voit, c'est que la plupart des mots qui ont été donnés, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle la compétence, la verticalité, donc la capacité et l'assertivité. On les voit comme intelligents, on les voit comme des gens qui sont déterminés. Et la petite différence entre doctorat et pas doctorat, c'est que les participants qui ont un doctorat, ils seront plus critiques envers eux-mêmes. Ils vont davantage s'attribuer ou penser en tout cas à des mots négatifs concernant la capacité. La surqualification, le surdiplômage, le fait qu'ils sont trop éloignés du terrain. Voilà, ça c'est des mots négatifs en lien avec la capacité. Ce qu'on voit aussi, c'est que concernant la sociabilité, c'est plutôt neutre. Finalement, il y a moins de mots qui ressortent sur ce versant-là. Et quand ça ressort, c'est soit neutre, donc c'est-à-dire qu'il y a autant de mots positifs que négatifs, soit c'est un petit peu l'arrogance qui ressort, l'isolement, voilà des traits liés vraiment à la sociabilité, qui sont moins adéquats finalement socialement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a présenté un faux portrait, une fausse personne. On faisait varier le genre de cette personne et le champ de recherche de cette personne. Cette personne, dans tous les cas, elle avait un doctorat. Et on demande aux participants ensuite de juger cette personne sur les 4 sous-dimensions qu'on vous a présentées tout à l'heure. Voilà l'exemple de la vignette qu'on a présentée. Donc, elle a un doctorat. Après avoir obtenu son master, elle a décidé de commencer un doctorat dans le champ des sciences humaines et sociales. Elle a conduit ses recherches pendant plusieurs années, puis a rédigé sa thèse et l'a soutenue face à un jury. Face à ça, du coup, les participants, ils avaient tout un tas de traits qui étaient proposés et devaient dire dans leur opinion, si elle possédait ces traits ou pas. Donc là, il y a la compétence, comme on dit, les traits liés à la capacité, l'assertivité, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est que les traits associés au docteur, ils sont positifs sur la dimension de la compétence. Donc vraiment, c'est ce petit carré-là. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tous au-dessus de 5 sur une échelle de 1 à 7, ce qui est vraiment pas mal. Donc ils sont bien perçus. Concernant la sociabilité, c'est plutôt neutre. Il y a
Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les répondants qui ont un doctorat qui ont répondu et ceux qui n'en ont pas. Par contre, sur les traits de la compétence, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une différence et les non-docteurs attribuent plus facilement les traits de compétence que les non-docteurs, pardon, attribuent plus de traits en lien avec la compétence que les non-docteurs. Pareil, les non-docteurs, et du coup, ils ont une opinion qui est quand même plus favorable des docteurs que les docteurs eux-mêmes n'en attribuent à cette vignette. Donc, dans l'ensemble, ça confirme ce qu'on disait. L'expertise des docteurs, elle est reconnue, mais ça montre des traits plus ambivalents sur le côté social. Et enfin, sur les questions de statut, c'est des questions qui nous intéressaient aussi, qui a beaucoup fait rire la salle quand on l'a présenté, notamment parce qu'on a toute cette question sur les revenus, la réussite professionnelle. Quand on pose la question en fait aux participants sans doctorat, dans toutes les 4 modalités de réponse, c'est une perception qui est positive. On imagine une bonne réussite professionnelle, des revenus qui sont corrects, voire hauts, une importance importante dans la société et une influence pour la société. Sauf que quand on pose la question aux titulaires de doctorat, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà un écart entre les deux. Que pour le salaire, il y a une vraie différence. Alors ça peut s'expliquer par bien des choses. Peut-être que c'est la réalité. Ils sont plus au clair de leurs revenus ou qu'ils sous-estiment. On peut c'est à même à discuter, mais la première hypothèse est quand même préférée. Mais ce qui nous importe euh, particulièrement dans cette étude, c'est la différence en fait entre comment ils se voient dans l'importance pour la société. Les docteurs, on leur pose la question et ils répondent, ils sont importants pour la société. Par contre, ils se sentent pas forcément influents et c'est peut-être là la chose à travailler pour qu'ils soient plus importants plus influents pardon pour la société. Ils sont pas assez écoutés, par exemple en termes de politique publique, par exemple. Donc voilà, on va conclure sur cette première étude. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une perception très positive de la compétence de manière générale, que ce soit en termes de ressources, donc de capacité, et que ce soit en termes d'assertivité, donc de détermination pour atteindre ses buts. Concernant la chaleur, on a une perception qui est plutôt neutre quand on combine un peu toutes les mesures que je vous ai présentées, et le statut, c'est plutôt positif aussi. En gros, on a quand même une opinion générale qui est positive de par la population générale. Et cette perception, elle est un peu moins bonne quand on demande ces mêmes questions aux titulaires de doctorat. Il y a un écart entre les deux. Dans une deuxième étude, on s'est interrogé, est-ce que finalement le stéréotype qu'on associe aux titulaires de doctorat, il est vraiment spécifique aux docteurs ou c'est juste que en France, vu qu'on associe le diplôme à tout un tas de caractéristiques, tous ceux qui ont fait des hautes études partageraient ce trait. Et il fallait un peu s'assurer de ces choses-là, notamment parce qu'on compare souvent les docteurs aux ingénieurs. Parce que c'est un statut qui est très spécifique en France, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays européens. Les grandes écoles, typiquement français, et on entend souvent, ah, les ingénieurs sont vus comme ça, les ingénieurs sont mieux vus que les docteurs. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Donc, dans cette étude, pardon, on a interrogé des personnes tout venantes. Et ce qu'on faisait, c'est que au tout début de l'enquête, on leur attribuait un groupe aléatoire. C'est-à-dire, soit ils passaient tout le questionnaire à voir des docteurs et à évaluer des docteurs, soit c'était des ingénieurs, soit c'était des masters. Et on repose à peu près le même cadre, les mêmes mesures. Donc la première, la mesure qualitative avec les traits, et en deuxième temps, la mesure quantitative. Ce qu'on voit, c'est que il y a des associations spontanées qui sont différentes en fonction des groupes. Alors, en termes de capacité, je crois on va le voir tout à l'heure, mais en termes de capacité d'assertivité, et en comparant ingénieur, docteur, master, on est à peu près sur la même chose, mais c'est vraiment le contenu des mots qui ont été donnés qui va faire changer la donne. Chez les docteurs, ce qui va ressortir, c'est ces traits d'intelligence, l'académie, l'éducation, avec beaucoup de traits associés à l'assertivité, donc des traits qu'on a déjà vus tout à l'heure, hein, la détermination, le fait qu'ils soient travailleurs, studieux, cultivés. On va voir quelques traits négatifs hein, sur qualification, le fait d'être asocial, voilà, c'est vraiment des petits traits négatifs qui apparaissent quand même. Chez les ingénieurs, il y a vraiment le lexique des grandes écoles qui ressort avec des disciplines, les grandes écoles, tout un tas de disciplines qui ont été citées. Il y a beaucoup plus de mots en lien avec le statut, le fait que ça soit riche, des élites,
Et ça, ça détermine ce cœur de mots en lien avec les ingénieurs. Et pour ce qui est des masters, c'est beaucoup du lexique envers l'éducation. Donc le diplôme en tant que tel, avec les études, le fait d'être académique, c'est ce qui va être majoritaire quand on pose la question concernant les masters. Ensuite, on a remontré une vignette avec une personne qui avait soit un doctorat, soit un ingénieur, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme de master. Et ce qu'on voit, c'est que les titulaires de doctorat obtiennent des évaluations comparables, voire supérieures à celles des autres diplômés ingénieurs master. Quand vous regardez les graphiques, ce que vous pouvez voir en gris, c'est les docteurs, en orange, c'est les masters, et en bleu, c'est les ingénieurs. Et si vous faites un trait, en fait, là où sont les docteurs sont soit égaux, voire supérieurs, en fait, aux autres diplômés. Du coup, c'est vraiment un résultat à valoriser. Donc, c'est des patterns qui sont quand même positifs, hein. On est juste au-dessus de la moyenne qui est en pointillé. À chaque fois, on est au-dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la capacité, c'est quand même mieux perçu que sur la chaleur. Et voilà, ça montre aussi qu'il y a une image spécifique des docteurs qui est différente des autres diplômés. Et maintenant, je passe la parole à Alex pour savoir qu'est-ce qu'il en est des recruteurs. Ouais, merci Nico. Donc là, les deux premières études qu'on a présentées sont sur la population générale, c'est-à-dire n'importe quelle personne qu'on rencontre dans la rue, comment est-ce que le doctorat lui parle ou pas. La dernière étude qu'on va présenter, ça porte plus spécifiquement sur les recruteurs, parce que l'un des autres challenges, l'une des autres difficultés, remontées par le terrain, par les doctorants, les docteurs, c'est l'impression d'être perçu d'une certaine manière par des recruteurs du privé. Et ça, même chose, quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études, encore moins scientifiques, qui sont intéressées à comment des recruteurs perçoivent des docteurs. Du coup, on avait fait une première étude pour analyser tout ça, et on a une autre étude en cours, justement. Donc, globalement, si on regarde l'état de l'art, ce qu'on sait, c'est que les stéréotypes en général, c'est un peu tous ces traits qu'on peut attribuer à des groupes, ils peuvent avoir une influence sur les contextes de recrutement. Et l'une des responsabilités des recruteurs, justement, c'est souvent de mitiger, de diminuer le plus possible ces biais à travers leur travail, à travers différentes méthodes. Mais malgré ça, on retrouve souvent des biais de préférence, c'est-à-dire qu'en fonction de certains stéréotypes, en fonction de certaines caractéristiques, certains candidats vont être préférés, non pas sur la base de leur qualité pour le poste ou de leur euh, fit, de leur correspondance pour le poste, mais en fonction d'autres caractéristiques. Ça peut être des biais de perception, c'est-à-dire qu'en fait, le jugement, l'évaluation qu'on va avoir d'une personne, d'un candidat, peut être altéré en fonction des stéréotypes qu'on a vis-à-vis du groupe du candidat. Ça peut être une modification des attentes, c'est-à-dire que si on a une personne d'un certain genre, d'un certain âge, d'une certaine ethnie en face de nous, on peut simplement s'attendre complètement inconsciemment à ce que la personne se comporte de certaines manières ou qu'elle respecte certaines caractéristiques. Et le simple fait d'avoir ces attentes fait qu'on peut évaluer la personne différemment en fonction de si elle se conforme ou pas à ce schéma qu'on a en tête. Et enfin, ça peut aussi affecter les comportements directs des recruteurs. C'est-à-dire que si vous recrutez quelqu'un et qu'en face de vous, vous avez une personne et que vous avez des stéréotypes vis-à-vis de cette personne, même inconscients, et même les questions que vous posez, le ton de votre voix ou des choses comme ça peuvent être aussi altérées en fait. Ce qui fait que vous vous comportez différemment et du coup la personne en face de vous peut être impactée par votre comportement. Donc globalement, il y a plein d'études qui montrent que ces biais de base existent, que les recruteurs et que de manière générale, il y a des façons d'essayer de les réduire, mais que c'est assez compliqué de les supprimer complètement. Nous, dans cette étude, on s'est intéressé un petit peu à ces biais-là côté recruteur, et on s'est intéressé à ces biais-là dans un cadre un peu spécifique, c'est celui des réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que dans les études sur le recrutement et sur la perception des candidats, il y a une grande majorité des études qui se sont intéressées aux perceptions sur la base de CV, tout simplement. C'est l'essentiel des études qui ont été faites. Il y a comparativement très peu d'études qui ont été faites sur les profils de réseaux sociaux. Or, ce qu'on sait, c'est que les recruteurs utilisent aussi assez massivement les réseaux sociaux pour trouver et évaluer, présélectionner des candidats potentiels. Les chiffres qui sont là, c'était donné par une étude de l'APEC il y a quelques années.
dans laquelle 90% des recruteurs disaient qu'ils utilisaient des offres d'emploi dans leur process et dans leur méthode de recrutement. 78% utilisaient des candidatures spontanées et 75% utilisaient des réseaux sociaux, tels que LinkedIn par exemple. Au passage, dans ce moment-là de la présentation, souvent on en profite pour parler des notions de marché visible, marché caché avec les docteurs. Et souvent, c'est des notions qui les intéressent beaucoup parce qu'ils sous-estiment très souvent le poids des réseaux sociaux ou des candidatures spontanées dans le recrutement. Donc nous, dans cette étude, on s'est intéressé à la perception de recruteurs et on s'est intéressé surtout à leur perception vis-à-vis de profils LinkedIn ou de profils simili LinkedIn. Donc concrètement, on a créé des pages Internet qui mimaient des profils LinkedIn. Donc c'est pas des faux comptes sur LinkedIn qu'on a créés, c'est vraiment juste des pages qui reprenaient, qui imitaient la mise en forme de profils LinkedIn. Et on a créé 8 profils en tout. 4 masculins, 4 féminins. Et à chaque fois, on faisait varier le parcours de la personne. C'est-à-dire que la personne, soit elle avait un doctorat, soit elle avait un doctorat avec une expérience CIFRE, donc on détaillait un peu l'expérience professionnelle associée à la thèse, professionnelle industrie du coup. Soit elle avait eu un diplôme d'ingénieur, puis avait fait un doctorat, soit elle n'avait pas de doctorat, et elle avait juste eu un diplôme d'ingénieur. Et dans ce cas-là, pour que la durée soit comparable avec les profils docteurs qui avaient du coup 3 ans après leur bac+5, on avait rajouté 3 ans d'expérience professionnelle en laboratoire, en R&D, au profil d'ingénieur. Donc en tout, on avait différents profils, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des recruteurs pour qu'ils évaluent un profil chacun. Donc concrètement, on a recruté 206 personnes, 206 recruteurs. Chaque recruteur voyait un des profils, évaluait la personne en fonction des échelles que Nico vous a présentées avant, donc toujours avec les mêmes types d'items, à juger si ce profil-là lui paraissait être quelqu'un d'intelligent, par exemple, quelqu'un de cordial, etc. Ensuite, on faisait lire une offre d'emploi aux recruteurs et on leur demandait d'évaluer l'adéquation entre le profil qu'ils avaient vu et l'offre d'emploi. Ce qu'on observe en termes d'évaluation sociale, c'est que globalement, tous les profils ont reçu des très bonnes évaluations. Il n'y a pas une des catégories qui se démarque nettement. Concrètement, les 4 profils, donc docteur, docteur plus CIFRE, docteur plus ingénieur ou juste ingénieur, sont perçus positivement en termes de capacité, d'assertivité, de moralité et de sociabilité. La seule différence significative qu'on observe, elle n'est pas très forte, ça concerne les capacités, où les ingénieurs et les docteurs ingénieurs en vert ont été évalués légèrement plus positivement que les docteurs ou que les docteurs CIFRE. Mais la différence, elle est assez faible. Quand on regarde l'adéquation perçue par rapport à l'offre d'emploi, donc quand après ça, on leur faisait lire l'offre d'emploi et on leur demandait si le profil était adéquat ou pas, globalement, on n'a pas observé de différence significative et tous les profils étaient jugés comme pertinents et adéquats pour l'offre. Donc les conclusions qu'on a sur cette première étude, c'est que quand on pose des questions à des recruteurs, quand on leur demande d'évaluer un profil d'un docteur, globalement, cette perception, cette évaluation, elle est positive, voire très positive. Et on n'a pas noté de signe de préjugés négatifs ou de discrimination par rapport à l'adéquation, par rapport aux ingénieurs, ce qui était souvent l'une des craintes remontées par des doctorants, notamment en STEM. Le petit point que j'ai pas dit sur cette étude-là, c'est qu'on s'est exclusivement intéressé à des docteurs ou à des ingénieurs dans le cadre des STEM, en l'occurrence dans le cadre des sciences des matériaux, justement pour qu'on ait une discipline qui soit cohérente et comparable entre le diplôme d'ingénieur et les diplômes de doctorat. Donc ça, c'est les 3 premières études qu'on a faites, qui offrent une vision globale, on va dire, sur la perception générale des docteurs et du doctorat, et qui ouvrent plein de questions. Il y a certaines des questions, on va en parler juste là, qui nous intéressent aussi avec Nico, et en fait, c'est les questions de est-ce que finalement tous les doctorats sont perçus pareil, ou est-ce qu'on peut pas aussi s'intéresser un petit peu à des spécificités là-dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'au sein de la grande famille des docteurs, certains docteurs sont perçus différemment par rapport à d'autres. Et c'est des questions telles que la question du genre. Est-ce que les hommes docteurs et les femmes docteurs sont perçus de façon similaire, ou est-ce qu'on retrouve des biais de genre accentués ou diminués en fonction du doctorat?
Est-ce que la question disciplinaire a un impact aussi? Est-ce que les docteurs en SHS sont perçus de la même manière que les docteurs en STEM? Est-ce que les docteurs sont perçus de la même manière en fonction de l'école qui délivre le titre de docteur? On a des études qui montrent que pour les grandes écoles, par exemple, pour les ingénieurs, c'est pas la même chose. Peut-être que pour le doctorat, ça peut avoir un impact. Tout ça, c'est plein de questions qu'on a commencé aussi à approfondir. Et Nico va vous en parler justement sur les questions du genre. Concernant le genre, du coup, on a pas mal de résultats. Sur les 3 études, on avait fait varier, le genre de la vignette présentée. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que le genre, ça a pas mal d'incidences, en fait, dans la vie de tous les jours, aussi dans le marché de l'emploi. Par exemple, certains postes, seront vus comme plus masculins ou plus féminins. Pensez par exemple au garagiste. Le garagiste, généralement, bah, ça sera perçu comme un homme et en fait, quand vous venez et que vous êtes une femme et que vous voulez être garagiste, bah, vous allez peut-être vous faire face, en fait, à des rôles de genre. Vous serez peut-être défavorisé à l'embauche parce que vous serez contre quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous et qui, par contre, lui, fitera ce rôle de genre. En termes de compétences et d'attributs aussi, les femmes traditionnellement, elles sont perçues comme plus empathiques, plus dans la communication. En gros, plus le côté chaleur ressort davantage pour les femmes, tandis que les hommes, eux, on s'attend à ce qu'ils soient assertifs, compétiteurs, qui soient très finalement compétents, capables, assertifs dans leurs traits. Concernant les positions de leadership, les hommes aussi sont perçus comme des meneurs naturels traditionnellement, ce qui les favorise après l'obtention de postes de direction. Or, là, on s'intéresse à des docteurs ou en tout cas des personnes qui ont quand même haut diplômés et qui ont plus facilement, qui vont davantage se tourner vers des postes de direction. Et c'est pour ça que c'est important aussi ces questions de genre, parce que c'est des choses qui peuvent toucher chacun et chacune d'entre nous. Enfin, l'équilibre travail-vie. On sait que les femmes, elles sont supposées porter la majorité des charges domestiques, bien qu'il y ait une évolution, ces dernières années et par contre, vis-à-vis de cette charge, bah, si elles ont plus de charges, elles sont moins disponibles pour leur carrière et pour leur rôle exigeant et du coup, elles vont peut-être aller moins loin que leurs, compères, masculins. Donc on va aller progressivement dans les études et je vais vous montrer ce qu'on a obtenu, de manière générale. Donc dans la première étude, quand on s'intéresse aux femmes docteurs, versus les hommes docteurs dans les vignettes, les femmes, elles ont été évaluées comme légèrement plus compétentes que les hommes sur, la capacité, l'assertivité. Elles sont vues comme en ayant davantage de ressources, et plus assertives. Par contre, elles sont pas vues comme plus chaleureuses pour autant. Donc, on a une différence sur ces choses-là, mais pas sur celle-ci. Et ça, traditionnellement, ça va un peu à l'encontre des premiers résultats, en tout cas obtenus sur les stéréotypes, où les femmes étaient vues comme moins compétentes que les hommes et plus chaleureuses. Dans la deuxième étude, ce qu'on observe, il n'y a pas de différence significative entre hommes et femmes. Mais ça reste quand même contraire aux résultats traditionnels parce que les femmes ne sont pas vues non plus comme plus chaleureuses ou les hommes comme plus compétents. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les différents diplômes. Une femme docteur sera pas, enfin, en gros, il y a que ce soit les femmes docteurs, ingénieurs, master, il n'y a pas de différence avec leurs compères masculins. On se demande aussi si c'est pas un manque de puissance qui nous a pas permis de détecter l'effet, notamment sur les différents diplômes où ça restreint en fait l'effectif à chaque fois qu'on veut aller un peu plus dans le détail. Et pour l'étude 3, c'est un résultat qui nous a surpris. En fait, les profils féminins, pardon, ont été évalués plus positivement sur toutes les dimensions. Donc, elles sont vues comme ayant plus de ressources, comme étant plus déterminées pour aller au bout et atteindre leur but. Elles sont vues comme plus dignes de confiance sincère et elles sont vues comme plus sociables, plus sympathiques. Or, ce qu'on voit ici, c'est que ces profils n'ont pas été évalués comme plus adéquats pour l'offre d'emploi. Plusieurs choses peuvent expliquer cela, mais en gros, c'est une étude où on ne montre qu'un seul CV à un ou une recruteuse. Et ce qui se passe, c'est que peut-être on n'a pas réussi à reproduire cet effet de comparaison en fait entre différents CV, ce qui n'a pas eu d'effet sur l'adéquation au poste. Donc là, on est en train de refaire une étude actuellement où on montre plusieurs CV aux recruteurs pour savoir si, dans un milieu dit plus écologique, qui se rapproche davantage de la réalité, est-ce qu'on observe une différence ou pas. Donc les femmes docteurs, on a vu qu'elles sont généralement évaluées plus positivement que les hommes.
Ces résultats ont été répliqués dans d'autres études concernant les femmes, donc en position de leadership ou travaillant dans des environnements masculins. Donc, cependant, cette perception positive, elle suffit pas à effacer les inégalités de genre. Dans notre étude, il n'y a pas de préférence pour les femmes alors qu'elles sont vues comme plus compétentes, enfin plus que tous que les hommes finalement. Conclusion, là je crois que je te donne la parole. Tu peux me donner la parole. Tu aurais pu enchaîner discrètement sur la Oui, conclusion. c'est pas Non, bien. mais oui. La conclusion globale de tout ça, telle qu'on l'adresse, nous, aux doctorants et aux docteurs, c'est déjà un message un peu rassurant, c'est-à-dire contrairement à ce qu'ils peuvent sentir ou au manque d'informations qu'ils peuvent avoir, globalement, l'opinion générale qu'on retrouve, nous, dans nos études, elle est très positive. Et en tout cas, elle est a priori meilleure que l'impression que les doctorants et que les docteurs ont, la perception qu'ils ont d'être perçus. Donc, globalement, dans les premières études, la population générale, elle a une perception positive des doctorants et des docteurs. Dans la troisième étude, les recruteurs, ils ont une très bonne perception des compétences et des capacités des docteurs. Et ça, souvent, quand on l'a communiqué avec Nico, euh, c'est souvent un message qui fait du bien aux doctorants qu'on a en face de nous, parce que ça les rassure. Et parce que ça les rassure sur le fait que ils sont pas perçus comme incompétents et inutiles, loin de là. Globalement, c'est surtout les questions de verticalité, c'est-à-dire de compétences, d'assertivité, de ressources, de capacité. C'est surtout sur ces points-là que, en fait, les docteurs sont clairement reconnus et que sur lesquels les stéréotypes se portent très largement, ce qui est bien, ce qui est très positif. Et c'est sur les aspects sociaux qu'on peut retrouver des stéréotypes négatifs, souvent pas de façon extrême, mais c'est là où on retrouve par exemple le arrogant qui ressort le plus. C'est le stéréotype négatif qui est le plus fréquent. Et souvent, justement, un truc qu'on peut dire, nous, aux doctorants, notamment en formation, c'est d'avoir en tête que il peut y avoir ce stéréotype. C'est-à-dire que la personne en face d'eux, dans un contexte de recrutement, elle peut avoir en tête que les doctorants ou les docteurs sont souvent, parfois, arrogants. Et si elle a ça en tête, ce sera potentiellement leur job de essayer de déconstruire ça lors d'un entretien ou lors d'une candidature pour montrer que, en fait, eux, non, pas du tout. En fait, c'est de connaître ces stéréotypes-là, de connaître les attentes potentielles des personnes en face d'eux, et sachant cela, de réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent démontrer que non, en fait, ils ont aussi des qualités sociales, et que c'est peut-être là-dessus qu'ils seront davantage challengés, et sur les aspects compétences qui seront davantage acquis. Sur la question du genre, c'est un truc qu'il faut qu'on approfondisse dans d'autres études. Pour l'instant, nos résultats, ils semblent montrer que dans le contexte du doctorat, les femmes sont évaluées plus positivement que les hommes, mais que ça ne se traduit pas, en tout cas dans l'étude 3, par un avantage professionnel. Il y a encore des questions là-dessus, mais ça peut être un signe que les femmes doivent surperformer par rapport aux hommes docteurs dans ce contexte-là pour avoir des meilleures chances d'avoir l'emploi. Faut qu'on fasse d'autres études pour le confirmer, mais c'est une piste qui est assez intéressante, assez intéressante à garder en tête et assez intéressante surtout à questionner dans les futures études. Parce que si c'est le cas, c'est aussi un message à montrer que il peut y avoir des biais et que ces biais-là, même dans le contexte du doctorat, ils peuvent impacter négativement ici les femmes, mais si ça se trouve d'autres populations qu'on n'a nous pas encore étudiées, mais en fonction par exemple de l'âge ou de l'origine ethnique. Bref, ça répond pas à toutes les questions, mais du coup, c'est les premières études qu'on a faites. Il y en a d'autres en cours. Et on va s'arrêter là pour cette présentation. Donc, merci à toutes et tous pour votre attention. Et on a un peu de temps pour des questions, si vous avez des questions. Et les doctorants avaient plein de questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, c'est aussi un truc qui peut être intéressant de communiquer, c'est quelles sont les questions qui nous ont été posées. Ça peut aussi être intéressant à partager. Complètement. Du coup, il y a eu plusieurs retours, enfin, il y a eu pas mal d'échanges avec la salle. Moi, je repense à cette question, en gros, où il y a une personne qui a parlé de, suite à la suppression du dispositif Jeune Docteur pour le CIR, avec le dédoublement du CIR, est-ce qu'on avait des chiffres, en fait, d'une mesure d'impact de cette réforme sur l'employabilité des docteurs? Donc, c'était vraiment une vraie inquiétude de la part de la personne. Donc, on a pu lui répondre, notamment par l'enquête qu'on avait participé avec le retour des startups, notamment qui clairement disaient que ça allait nuire à leur activité professionnelle et même à leur survie.
De notre côté, nous, dans l'étude qu'on est en train de passer, on demande à des recruteurs si ils connaissaient ce dispositif et même s'ils le connaissaient pas, à quel point ils pensaient que ça allait impacter le recrutement de futurs docteurs. Ça, c'était la première question. On a une question Mm. sur l'échantillon aussi. Enfin, je sais pas si tu voulais dire un mot d'ailleurs, Alex. Non, non, mais effectivement, ouais, la préoccupation liée au CIR, c'était une des questions sur est-ce que ça allait affecter notamment un peu les perceptions d'utilité finalement du docteur. Il y avait aussi eu pas mal de questions autour des disciplines justement. Donc nous, on a peu de données encore là-dessus. Il y avait des questions, par exemple, il y avait une docteure en droit qui se questionnait sur la perception des SHS. Et on avait aussi des docteurs en sciences du vivant qui se questionnaient beaucoup, surtout au Career Fair, ils étaient assez nombreux. Et pareil sur comment ça se passait pour les sciences du vivant. Donc souvent, par exemple, si on doit présenter ça en formation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des questions là-dessus, sur les résultats disciplinaires. Ouais, ça me fait penser à une question que j'ai eue la dernière fois, il y a 15 jours, là, quand c'est allé à une table ronde. Et en fait, ça fait écho on m'a posé plusieurs fois la question et j'ai jamais pensé à voir avec vous si on avait des choses. Plusieurs fois, on m'a demandé du coup comment était l'évolution des docteurs dans les entreprises. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on évolue plus vite? Est-ce qu'on a des postes à responsable? Parce qu'on a souvent tendance à dire que les salaires, bon, c'est pas incroyable non plus au démarrage des carrières. Et du coup, voilà, je voulais savoir si on avait, alors c'est peut-être plus sur PhD Exp avec peut-être les trajectoires ou quoi, mais ça pourrait être assez intéressant, je pense aussi, d'avoir ça comme données pour nos formations, montrer que même si on commence peut-être avec un salaire pas très élevé, les docteurs ont tendance à monter peut-être plus vite vers des responsabilités ou voilà. Ben, si Ouais. c'est vrai d'ailleurs. J'ai Non, l'impression que oui, mais voilà, je. non, mais ouais, moi, c'est un truc que je dis souvent en formation, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de slide dessus. Quand j'avais regardé il y a quelques années un peu les trajectoires des docteurs versus diplôme bac+5, des choses comme ça, notamment l'évolution de salaire. Et ouais, ça se voit dans les chiffres que les docteurs peuvent commencer à un niveau bac+5 assez fréquemment en termes de sa rémunération. Mais par contre, la progression est nettement plus rapide chez eux que chez les bac+5. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une slide dessus. Il faudrait que j'arrive à retrouver les données. On l'a pas directement dans PhD X parce que nous, on a que les docteurs, par exemple. Mais j'avais retrouvé ça en croisant des données de différentes bases côté Ouais. ministère. Ben, peut-être qu'on en avait déjà discuté parce que j'ai tendance aussi à répondre ça, mais je sais, j'avais eu déjà dans des tables rondes justement de témoignages des docteurs qui disaient qu'ils avaient progressé assez rapidement dans leurs Ouais, entreprises, etc. Donc du coup, j'avais gardé un peu ça en tête. Mais si en plus, ouais, on a des données, je pense que ça peut être intéressant aussi. complètement. Non, je réfléchissais s'il y avait d'autres retours qu'on avait eu qui étaient intéressants à partager. Il y avait eu une question, je crois, sur les salaires d'ailleurs. Il y avait eu une petite question un peu sur l'expérience pro de si le doctorat devait être perçu comme une expérience pro de 3 ans ou pas. Donc il y avait encore des docteurs qui avaient des doutes sur la façon de se présenter à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. J'ai juste un dernier truc à dire aussi. Moi, ce que j'aime bien dire en formation aussi, c'est que le taux d'employabilité, il est plus élevé chez les titulaires de doctorat que chez les masters en général. Et ça, du coup, c'est aussi un message positif à faire passer en formation. Il y avait une question justement là-dessus. Ouais, Mais après, c'est aussi beaucoup de positions précaires, non? Ouais, c'est pas forcément des emplois, des Ouais. CDI, effectivement. Mais du coup, ce qui est comparé, c'est le taux d'employabilité dans les deux cas. Donc, Ok. Ouais. et souvent en plus là-dessus, c'est intéressant à leur dire parce que ça commence à faire longtemps, mais genre une dizaine d'années. Pardon, c'était pas forcément le cas. Il y a eu quelques années où les docteurs avaient un taux d'emploi moindre que les bac+5. Et du coup, à cette époque-là, il y avait eu plein d'actualités en mode ça sert à rien de faire un doctorat parce que blablabla. Et du coup, s'ils font leurs recherches, potentiellement, ils peuvent encore retomber sur ces vieilles données qui sont plus d'actualité aujourd'hui, mais que eux peuvent avoir en tête, du coup. Donc, c'est bien de leur dire ça, effectivement. En tout cas, bah, merci pour votre attention et on se retrouve à très bientôt.